Bonjour à tous, moi je suis Ludovic, je fais partie de la société Eviden, je gère les services cyber en Occitanie et aujourd'hui sur la table ronde nous avons SNCF et SCC qui vont se présenter. Charlotte. Bonjour à tous, donc Charlotte Drapeau, je suis en charge de la gouvernance et de la conformité cyber pour le groupe SNCF, récemment arrivé au sein du groupe. Bonjour à tous, Cédric Carton, donc moi je suis le RSSI adjoint et le directeur technique cyber, donc en charge de la définition de la stratégie technologique cyber, entre autres. Bonjour à tous, donc Carton aussi pour ma part, je ne sais pas, par rapport à la photo. Apparemment les photos ont été une usurpation d'identité. C'est pas grave. Ouais, on va essayer, on va changer de tête. Ou alors, il y a eu peut-être un hack, quelque chose comme ça. Sébastien Géchéka, je suis responsable de la partie avant-vente chez SCC. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a réussi à passer au travers des JO au niveau de la cybersécurité et on s'y est préparé de façon complètement différente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en commun, on retrouve le avant, pendant et après. Et donc voilà, au niveau pour un client final comme la SNCF, comment vous avez anticipé, comment vous êtes préparé à cet événement? Alors, les grands événements sportifs, et en particulier les Jeux Olympiques, ont été l'occasion d'élever considérablement le niveau maturité cyber. Pour ça, on a déployé un plan d'action avec des objectifs ambitieux en amont des Jeux et du coup en amont aussi en amont de la Coupe du Monde de rugby, en coordination à la fois avec les services de sécurité du groupe, mais aussi les services de sécurité de l'État et d'autres entités du secteur du transport terrestre. Donc ce plan d'action était axé sur deux points, des aspects organisationnels comme un plan de sensibilisation, des entraînements à la gestion de crise, la refonte de processus essentiels, et puis des axes sur les aspects techniques que Cédric va pouvoir détailler. Et donc il y a eu un plan d'action, donc avant de rentrer un petit peu plus dans le détail du plan d'action, rassurez-vous, ça n'a pas duré très longtemps non plus. La première chose, ça a été de prendre de la hauteur et de se dire qu'est-ce qu'on va devoir faire, qu'est-ce qu'il va falloir prioriser, puisque c'était time-boxé, il fallait le faire dans un temps qui était relativement contraint, et là, on n'allait pas décaler la date des JO. Donc, on a travaillé avec les équipes de sécurité interne et puis les équipes de l'État aussi, pour finalement prioriser la sécurisation autour de plusieurs axes. Ce qu'il en est sorti, c'est que ça a été autour de globalement la partie sécurité des identités numériques. Ça a été tout ce qui était autour de la protection des systèmes exposés sur Internet. Donc vulgairement, c'est tout ce qui est site web, applications web et ainsi de suite. Donc c'était qu'est-ce qui est exposé et ce qui ne doit pas être exposé ne l'est pas. Enfin, le strict nécessaire restait exposé. Ensuite, on avait tout ce qui était réduction de la dette technologique et des vulnérabilités, puisque qui dit vulnérabilité dit porte potentielle pour des attaquants. Ensuite, on a eu tout ce qui était autour de la protection des infrastructures, donc des infrastructures en gare. Il y a par exemple les gestions techniques de bâtiments, donc c'est ce qui va gérer les systèmes d'alarme, c'est ce qui va gérer la lumière, la clim, mais aussi les escalators, les ascenseurs. Enfin voilà, vous pouvez imaginer si un attaquant venait prendre la main sur ce type d'équipement, il pourrait y avoir des conséquences dramatiques. Ensuite, il y a tout ce qui était autour de notre capacité à se régénérer. Donc, dans l'hypothèse où on subirait une attaque cyber grave, c'est d'être en capacité de se régénérer à travers des sauvegardes qui sont aussi externalisées du SI pour être sûr que l'attaquant ne va pas les supprimer ou les crypto-loquer, pour utiliser les mots à la mode. Donc voilà, tout ça, ça a été des travaux qui ont été menés sur 6-8 mois, qui ont accéléré sur 6-8 mois, et qui ont été menés avec l'ensemble des acteurs du groupe. À la fin de tous ces travaux, on a mandaté un cabinet d'experts pour faire un audit technique. Donc l'idée, c'était un petit peu de challenger tout ce qu'on avait mis en œuvre pour se dire est-ce que ça marche vraiment, est-ce qu'on arrive à en tirer des choses, est-ce qu'on a fait les bons choix. La conclusion, c'est que oui, on a réussi, on s'est rassuré déjà par rapport aux choix qui ont été faits. Donc on a renforcé non seulement nos capacités de détection des attaques, notre capacité à réagir vis-à-vis d'une attaque et notre capacité à se régénérer par rapport à une attaque. Donc globalement, ça a été les différents axes qui ont été travaillés. Merci Cédric. Sébastien. Donc pour la partie avant JO, pour rappel, a été titré sur la partie déploiement et mise à disposition des 65 000 devices. Quand on dit device, c'est poste de travail, c'est télévision, c'est printing, sur la totalité des sites donc en France. Préparation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à minima, au niveau logistique,
On a un grand centre qui s'appelle Dieu 5 qui fait plus de 50 000 mètres carrés. On a 33 000 carrés. On a dédié 5 400 mètres carrés à la partie JO. Dédié, ça veut dire qu'on a passé un label de certification JO pour pouvoir permettre d'instruire à l'intérieur du matériel. On a parlé tout à l'heure justement de la partie supply chain. Donc ça fait partie de cette supply chain-là, de vraiment valider toutes les étapes du déploiement. Et qu'à partir du moment où on a masterisé les postes comme il faut, avec toute la partie sécurisation de ces postes-là, bien entendu, avec le centre d'expertise des JO, il fallait qu'à un moment ou un autre, quand les camions partent, ils soient aussi scellés, une bonne fois pour toutes, et qu'ils puissent transporter ce matériel et qu'il n'y ait pas d'action complémentaire menée à travers cette supply chain. Donc grosse préparation en termes de logistique, en termes d'accès aussi, donc 5 400 mètres carrés à l'intérieur de 33 000 mètres carrés, ça veut dire que c'est une zone totalement dédiée sur laquelle uniquement que quelques personnes avaient accès dessus pour cloisonner la totalité des informations de la sécurité et élever la sécurité dessus aussi. Merci. Alors, par rapport à ça, on a une deadline, mais ce n'est pas comme un projet. C'est-à-dire que là, on a une deadline qui est matérialisée par le démarrage des JO. Comment vous avez fait au sein de vos structures pour justement respecter ces deadlines ? Donc en fait, on a déployé un dispositif adapté et dédié aux Jeux Olympiques grâce à la mobilisation massive des agents SNCF, quel qu'en soit leur métier, dans une posture d'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on avait des dispositifs de veille, d'alerte, de traitement des événements de sécurité, une prise en charge rapide des vulnérabilités lorsqu'elles étaient identifiées, des astreintes qui pouvaient être doublées, voire triplées. Et puis, on a limité les changements et les modifications de toutes sortes. Au quotidien, c'était une coordination exceptionnelle dans le sens où il y avait des points de synchronisation quotidiens 7 jours sur 7, voilà, qui ont permis de mieux communiquer, de décloisonner au maximum pour justement pouvoir réagir vite et bien en toutes circonstances. Sur les aspects peut-être plus techniques, incidents. Sur ce qui s'est passé pendant ? Non, avant. Comment respecter les deadlines ? Parce qu'on Alors, a tous des buts, sauf qu'un projet peut glisser, celui-ci non. Ça a été évoqué par Charlotte. Globalement, c'est un dispositif exceptionnel et la forte mobilisation des acteurs. Donc là, tout le sujet, c'était ne pas épuiser les équipes qui travaillaient sur la préparation du avant pour qu'elles soient prêtes pendant. Donc c'est un peu comme les sportifs, il fallait bien jauger entre l'entraînement et être prêt pour la compétition. Donc là, ça a été vraiment l'enjeu, c'était préserver nos collaborateurs de l'épuisement professionnel. Et ensuite, il y a eu un cadencement, un cadencement important avec des points réguliers, quotidiens, des suivis, des arbitrages, traités vraiment orientés par le risque et la valeur apportée par rapport à l'action. Donc, quand il y avait des arbitrages à faire, c'était vraiment les drivers qu'on avait. Et Sébastien, justement, comment ? Parce que tu as parlé de la France, mais il n'y avait pas que la France. Il y avait aussi des sites... Qui fait partie de la France aussi. Oui. On parle de Tahiti. Forte mobilisation, c'est vrai. Après, SCC est reconnu aujourd'hui comme un des plus gros intégrateurs au niveau France et au niveau Europe. La société s'est transformée aussi. C'est-à-dire qu'on s'est imprégné des JO. On a beaucoup appris. Le monde sportif nous apprend beaucoup en modèle professionnel. Pour la petite histoire, sur notre siège à Nanterre, on a créé une machine, un tapis roulant pour courir, pour gagner un café en fait. Et on s'est aperçu que même des non-sportifs venaient jouer et aller chercher, pas pour le café, mais pour la partie s'intégrer vraiment dans cette philosophie et challenge. Particularité, j'ai parlé tout à l'heure de 65 000 devices, donc ça veut dire qu'on a mis des postes de travail un petit peu de partout sur tous les sites. On va parler de temps de réactivité, c'est 5 minutes. Donc ça veut dire que grosso modo, on n'avait que 5 minutes pour changer un poste si jamais il devenait capricieux ou si jamais il s'arrêtait. Donc forcément, oui, attention aussi, mobilisation des équipes, éviter l'épuisement aussi, et entraînement en amont. On s'est entraîné quelques fois en exercice interne et puis en exercice réel sur Marseille, un mois et demi avant le début de... Donc les délais ont été respectés, les JO ont commencé, et à partir de là, comment ça s'est passé ? Donc au quotidien, l'organisation, on en a parlé. Ce qu'on a... Alors, pour placer un petit peu des éléments de contexte, on n'a pas observé, on va dire, énormément d'activités liées au JO. Quand je parle d'activités, c'est d'incidents de sécurité. Il y en a eu un peu plus que d'habitude, évidemment, mais ça n'a pas été les inducteurs principaux.
Ce qui a été finalement sur la période qui a orienté finalement les attaquants, ça a été dans la période au tout début des JO, un peu même avant. Il y a eu en Espagne l'arrestation de 3 hackers qui faisaient partie d'un groupe connu, No Name 57. Et pour le coup, il y a eu finalement une révolte des hackers qui se sont focalisés sur l'Espagne. Donc on va dire qu'il y a eu une attention qui a été portée sur l'Espagne, tant mieux pour nous. Et le deuxième événement, donc ça a été relativement calme, il s'est passé des choses. Et la deuxième partie sur le Paralympique, dans la période d'interlude entre les Paralympiques et entre les JO et les Paralympiques, il y a eu l'arrestation du CEO de Telegram. Et là, finalement, il a commencé à se passer un peu plus de choses, puisque ça a mobilisé les attaquants qui étaient un petit peu ailleurs, étant donné le contexte géopolitique. Là, ils se sont dit, la France, on va commencer à cibler la France. Et là, on a vu un sursaut d'incidents arriver. Sur la nature des incidents qui ont été identifiés, donc, on peut dire déjà qu'ils étaient conformes aux prévisions qu'on avait anticipées, notamment avec l'ANSSI et ainsi de suite, et l'expérience qu'il peut y avoir déjà des jeux et des événements sportifs de ce type. On a, pour vous donner quelques chiffres, on a déjoué 1 millier de mails malveillants. Donc la finalité, c'est corrompre un poste de travail, qui peut être livré en 5 minutes, de voler des identités numériques, par exemple. Enfin, voilà, la finalité des attaques par mail malveillantes, c'est ça. Ensuite, on a eu à peu près 150 identités compromises. Qu'est-ce que ça veut dire 150 ? Qu'est-ce qu'une identité compromise ? C'est, vous le voyez au quotidien dans les journaux, il y a des bases d'enseignes connues qui se retrouvent sur Internet avec des mots de passe. Et il y a des pratiques qui ne sont pas toujours adaptées, c'est-à-dire que des personnes utilisent les mêmes mots de passe pour aller sur le site de boulanger que pour se connecter au SI de l'entreprise. Donc forcément, ça crée des liens et ça crée des vulnérabilités. Donc quand on parle de compromission de compte, ça vient entre autres de ce genre de choses. Et ensuite, c'est des attaques par déni de service. Donc l'idée, c'est de venir anéantir, rendre indisponible un site. Donc par exemple, le site Connect, que vous connaissez tous pour la réservation de billets, a fait l'objet d'attaques par déni de service d'ampleur assez exceptionnelle. Pour vous donner encore des chiffres, c'était un x100 par rapport au nominal. Donc il a fallu que les infrastructures s'adaptent. Et au global, par rapport à tous ces incidents, il n'y a pas eu d'impact sur le fonctionnement, sur le SI. Tout a continué à fonctionner. Donc en fait, en conclusion, je dirais que ça s'est bien passé. Il ne s'est pas rien passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais qu'on était préparé. D'accord, merci. Alors, avant de passer à SCC, il y a eu quand même un événement majeur qui a été réalisé juste avant les JO sur les infrastructures SNCF. Et beaucoup de gens ont dit, oui, ça y est, c'est une attaque généralisée par rapport justement aux dégâts physiques qu'il y a eu sur certaines lignes. Comment vous avez pu remettre pas le dialogue, mais l'information en mode non, ce n'est pas une attaque cyber qui commence par une attaque physique, mais c'est une attaque physique, ce qu'il a été réellement le cas. Déjà, comment on a pu répondre à des interrogations qu'il pouvait y avoir, tout simplement avec de la communication à l'extérieur de l'organisation, enfin à l'extérieur du groupe, mais ça c'est relativement classique, on va dire. Ce qu'il faut retenir et ce qu'on va retenir pour la suite et qu'on avait déjà en tête, c'est l'approche en fait de la sécurité globale, c'est-à-dire à la fois de la sécurité physique, de la cybersécurité notamment, puisque parfois on peut parler d'attaques hybrides où justement il y a une compromission à la fois dans le monde réel mais aussi sur les systèmes. Là, ce n'était pas forcément le cas. Mais par contre, il peut y avoir des incidents de sécurité physique grâce à des informations stratégiques qui auraient pu être compromises auparavant. Donc, il s'agit de bien protéger aussi le patrimoine informationnel du groupe pour éviter justement, en tout cas, se protéger d'incidents dans le monde réel. Et donc, il y a eu un petit écran bleu au début des JO. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Sébastien ? Oui, un fameux petit écran bleu. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, tous les postes de travail, grosso modo, déployés sur tous les sites. En termes de temporisation, les JO ont commencé le 26. Là, on parle du 19, en l'occurrence, 19 juillet. Ça s'appelle CrowdStrike. Les postes sont déjà déployés, bien entendu, ils sont prêts à être exploités. Et là, d'un seul coup, un joli petit écran bleu ou écran de la mort sur 4000 postes. Pour la petite histoire, ça a duré 78 minutes chez CrowdStrike, le temps de s'apercevoir qu'ils avaient fait une grosse cagade, on appelle ça, comme ça chez nous,
pour revenir en arrière et de se dire on arrête tout, on arrête cette distribution de mise à jour et on stoppe. 78 minutes. Chez SCC, on a mobilisé les troupes pour essayer de réparer ces 4000 postes. Si vous avez été impacté, vous savez que c'était du manuel, il fallait aller sur place, sur le poste, sortir cette belle petite clé USB, les beaux petites lignes de commande qui allaient bien. On a fait ça en 72 heures. En 72 heures, on a réparé 4000 postes. Voilà. Donc encore une fois, merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées fortement là-dessus pour permettre d'éviter d'aller plus loin. Donc oui, c'était avant. Et pendant réellement, ce qui s'est passé, c'était en contact permanent avec le central de sécurité de la partie des JO. Et pour chaque petit incident, en tout cas, c'était une alerte directement au central où il y avait des gens dédiés à chacun des devices pour pouvoir regarder, affiner, faire du forensique dessus et mettre des actions en place ou pas, en tout cas sur les postes qui étaient remontés en alerte dessus. Merci. Donc ça a été donc, pendant les JO, d'événements majeurs, c'est-à-dire oui, des événements comme on les attendait. Et aujourd'hui, pour cette préparation, vous avez monté de niveau, ce niveau cyber, de préparation, de résilience. Aujourd'hui, comment vous faites pour maintenir ce niveau? Pour la SNCF, donc, tout l'enjeu, ça va être la capitalisation de cette belle expérience, grâce notamment à la conformité réglementaire et donc Nice 2 qui est en train d'arriver. Donc voilà, poursuivre les chantiers qui ont été entamés pour ne pas régresser de niveau, maintenir une certaine pression, effectivement, dans les différents chantiers, à la fois sur les aspects organisationnels, de refonte de certains processus, mais aussi sur les chantiers techniques qui ont pu être lancés, qu'on va poursuivre. Pour compléter sur les aspects techniques, j'ai parlé sur la partie incidentologie, enfin incident cyber qu'on a observé pendant les JO, et même avant les JO, c'est tout ce qui est autour de l'identité numérique. Donc le sujet qui va nous animer fortement sur 2025, ce sera l'identité numérique. Pour donner un peu plus de contexte sur le pourquoi d'un point de vue cyber, c'est que les attaquants, finalement, utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour accéder aux informations qui vous concernent, pour se connecter au SI. Et quand vous avez passé le login, le mot de passe et votre second facteur, s'il y a second facteur pour l'authentification, globalement, vous avez accès au SI. Et ça, c'est jamais remis en question, en fait. Vous y avez accès sur une durée, et ça, c'est jamais remis en question. Et quand un attaquant arrive à récupérer le matériel qui sert finalement à se connecter au SI, eh ben, il n'a pas besoin de ressaisir le login, le mot de passe et toutes ces choses-là. Et en fait, ça c'est des pratiques qui sont utilisées, qu'on observe. Et pour se prémunir de ça, notre vrai enjeu, c'est de se baser sur des éléments de contexte et des éléments on parle d'accès conditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, par exemple, qui est dans son bureau à Paris, est connectée à un instant T à Paris, et on voit qu'il y a une session qui arrive, qui vient au hasard, la Russie. Eh ben, il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre. Et à ce moment-là, on pourrait avoir un système. L'idée, c'est d'avoir un système qui redemande un second facteur pour s'assurer que c'est bien l'identité, que c'est bien la personne qui est en train d'accéder au SI. Donc, globalement, ça permet de dire qu'on ne fait plus confiance seulement à ces éléments-là, mais on ajoute d'autres éléments de contexte pour s'assurer tout au long de la durée de vie de l'accès au SI que c'est bien légitime et que c'est pas un accès illégitime. Donc ça va être les travaux qui vont être menés. Et l'idée, c'est d'appliquer ça en baseline sécurité sur l'ensemble du groupe. Et ensuite, on a d'autres sujets sur ce qui concerne globalement l'accès au réseau. Est-ce que les accès sont bien légitimes, notamment avec le déploiement du BIOD. On a de plus en plus de BIOD en interne. Donc ça aussi, ça apporte de nouvelles problématiques qu'il faut adresser. D'accord. Par rapport à ça, une question particulière. Pour le déploiement de ces stations, ça a été forcément des mises à jour qui ont été faites au moment de l'installation. Mais aujourd'hui que les JO sont passés, comment ce maintien des versions est réalisé? Comment elles sont faites? Alors, tous ces postes, quand on a répondu à cet appel d'offres, on s'est tout de suite mis en avant sur la partie green. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces postes qu'on a déployés pour la partie JO vont avoir une seconde vie. J'ai une seconde vie, c'est-à-dire que, j'ai dit tout à l'heure, on a été labellisé. On a prouvé en tout cas qu'on pouvait aussi remettre à zéro en totalité tous ces postes. Donc on va les remettre à disposition sur le parc après les avoir remis à zéro et la continuité aussi sur la partie cyber. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la France, ça s'appelle Tahiti. On a envoyé 1000 postes de l'autre côté de la planète.
Et là, vous allez me dire, s'il faut les ramener pour les refaire repartir, le côté green, on peut en parler pendant 2 heures, mais il peut être plus trop green. Donc, ils sont restés là-bas, à distance. On les a effacés à travers des bancs spécialisés pour s'assurer qu'il n'y a plus aucune donnée. Et ces 1000 postes ont été laissés directement à la communauté sur place pour qu'ils puissent aussi l'utiliser par la suite. Et si je reviens sur la partie cyber, donc vous avez compris, on est plus intégrateur, donc c'est pas tout à fait la même chose, mais cette posture au niveau cyber, on la détient, on la maintient aussi en interne. Et c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est souvent la partie zéro trust qui fait froid dans nos métiers aujourd'hui et qu'on essaye aussi d'amener, j'allais dire imposer, mais on devrait le dire aussi aujourd'hui, à nos clients. Parce qu'à un moment ou un autre, c'est vrai qu'on est intégrateur, on vend des solutions. C'est vrai qu'on se répète souvent en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Vous avez souvent pensé que c'est pour qu'on fasse du business. C'est avant tout pour vous aussi et pour nous. On a une double posture à avoir en interne et puis auprès de nos clients aussi. Et faire du retour d'expérience, c'est assez intéressant comme on le fait aujourd'hui aussi. Nous, on a quelques soucis. On a géré la partie cyber des JO. Donc en amont, je n'ai pas répété parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires avec ce qui a déjà été dit. Et on s'aperçoit que les gens étaient très sensibles, les RSSI et les DSI étaient très sensibles sur la partie mise à jour. Oui, il faut patcher, il faut patcher, il faut patcher. Et une fois que ces JO sont passés, peut-être que la priorité, elle n'est peut-être pas aussi haute parce qu'on a moins les projecteurs dessus. Est-ce que vous avez ce type de comportement auprès de vos équipes? Et si oui, comment vous gérez, en fin de compte, de maintenir ce niveau de cyber aussi haut? Comment vous arrivez à faire ça, si vous y arrivez? Toujours pareil, côté intégrateur, donc ça veut dire la vision, conseil, accompagnement auprès des clients. C'est notre métier au quotidien, d'amener en tout cas la démarche de se dire il faut patcher, il faut mettre à jour, etc. On est rentré dans une ère sur laquelle il y a des cycles de mise à jour très fréquents. Microsoft a sorti Windows 10 en disant ça s'arrêtera là. Vous savez que Windows 11 est sorti. Ça veut dire qu'en octobre prochain, Windows 10 va s'arrêter. Donc ça fait partie aussi de notre boulot d'aller chercher et amener du conseil, à se dire c'est pas pour vendre du poste de travail complémentaire, parce que peut-être que le Windows 10 sur lequel vous avez installé votre poste ne sera pas compatible avec Windows 11. Je ne parle pas de Windows 12 encore. Mais c'est pas que pour ça, c'est aussi pour se maintenir tout le temps à jour et éviter toutes ces failles-là. J'appelle souvent ça aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi la formation des utilisateurs, j'appelle ça l'interface clavier-chaise, qui est pour moi, en tout cas la source principale des attaques, et de se dire, au-delà des machines que l'on peut assez facilement opérer en industriel, il est important aussi de former les gens, les utilisateurs et les collaborateurs aussi. Je dirais que pour la SNCF, et n'hésite pas à compléter Cédric, ça a été la cybersécurité, elle a été propulsée au premier plan grâce aux grands événements sportifs. Et donc ça a été l'occasion de sensibiliser sur la menace et aussi vraiment donner cette prise de conscience finalement dans les pratiques, y compris au plus proche des métiers. Et donc, cette prise de conscience-là, on espère, va continuer à être infusée en fait, dans la durée. Mais effectivement, les axes de sensibilisation, formation, ça fera partie des axes, des enjeux du lendemain des Jeux, quoi. Donc, et pour compléter du coup sur ce qu'on disait tout à l'heure, on a un vrai besoin de confiance en fait dans l'écosystème. Et un des axes aussi de travail, un des chantiers pour la suite, ça va être tout ce qui est sécurisation des relations avec les fournisseurs et plus largement avec les parties prenantes. Donc ça fera partie aussi de nos grands chantiers pour la suite. Cédric, tu veux rajouter? Oui, après les Jeux, tout le monde était pied sur l'accélérateur avant, pendant. Donc forcément, là, il y a une petite relâchée sur l'accélérateur, ce qui est normal. Pour autant, Charlotte en a parlé tout à l'heure, on a aussi la réglementation qui va arriver. Donc c'est aussi un levier pour finalement maintenir cette pression et cette dynamique. On a tiré beaucoup d'enseignements des Jeux sur qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et au final, le collectif déjà s'entend pour se dire oui, vraiment, ça a apporté des choses, il faut qu'on le maintienne. Donc ça a permis aussi d'apporter cette fameuse confiance, de casser les silos et le travailler ensemble. Donc finalement, la dynamique, elle n'est pas arrêtée. On a des nouveaux enjeux qui nous attendent et ça va continuer. La réglementation va nous permettre de l'imposer un peu plus. Alors c'est mieux quand c'est compris et accepté qu'imposé, généralement. Ça passe mieux. Et c'est tout l'exercice. Donc il y aura bien évidemment continuer à sensibiliser, à former, donc passer sur le volet humain, de continuer à travailler sur notre trajectoire technologique,
Donc s'adapter par rapport aux nouvelles menaces et aux menaces existantes. Et on continue, ça s'arrête pas. Mais justement, tu parles de menaces. Est-ce que vous avez constaté des nouvelles types de menaces suite au JO qui persistent? Alors, je vais faire une réponse de Normand. En fait, étant donné qu'on a augmenté nos capacités de détection, on détecte plus de choses. Maintenant, à savoir si c'était avant ou pendant, c'est un petit peu difficile. Ce qu'on a observé, par contre, c'est des attaques qui ont été menées de manière différente, un peu plus sophistiquée, un peu plus aboutie. Ça, c'était annoncé. L'ANSSI parlait de professionnalisation. Et en effet, ça se constate. Et c'est d'ailleurs un argument fort pour dire il faut qu'on continue à être au niveau. Il ne faut pas qu'on se repose sur l'accélération qu'on a eue. On a pu bénéficier d'un hyperloop là, sur tous nos projets. On a gagné 2 ans. Enfin, on a accéléré ce qui a été fait. On aurait mis finalement à peu près 2 ans pour le faire. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter. Donc ce travail-là, il est à faire. On parle de sensibilisation, mais sensibilisation à tous les niveaux sur l'intérêt de continuer. Et pour SCC, justement, vous avez réussi à avoir un label dans justement cette surface que vous avez créée. Qu'est-ce que ça devient? Est-ce que vous la gardez pour d'autres projets? Qu'est-ce que ça devient? C'est un label dédié au JO, donc ça s'arrêtera là. Ça montre quand même notre capacité à pouvoir s'adapter sur un site existant et sur lequel, s'il y a des réglementations fortes à mener, on peut le faire. Donc on le faisait déjà avant, mais sans aller jusqu'à cet extrême-là, pour des banques, pour des assurances par exemple, etc. Là, on a monté vraiment d'un cran sur cette partie fermeture. Physiquement parlant, c'était vraiment un mini data center au sein de notre. Je vais juste revenir sur la partie attaque. Le retour que nous, on en a des clients aujourd'hui, c'est que oui, ça s'est énormément transformé. Et bien souvent, j'aime bien appeler ça de l'ubérisation. C'est-à-dire que réellement, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, c'est à la portée de tous, en fait. Et ça s'est beaucoup industrialisé. Mais ça reste quand même à la portée de tous de pouvoir accéder à des packages qui vont permettre d'aller faire des choses illégales. Donc oui, il ne faut pas lâcher en tout cas. Donc aucune faille qui a persisté, aucun data breach qui ont été vus, où il y a eu un impact lors des JO. Moi, j'ai été vraiment fier d'être français et d'avoir pu maintenir cet écosystème, que ce soit au niveau cyber, au niveau infrastructure, au niveau des logistiques. Et on n'a pas subi d'effets majeurs négatifs. Donc merci pour partager votre expérience et merci aux équipes qui ont été impliquées là-dedans et on espère qu'on va pouvoir garder cet élan, cet hyperloop. J'aime bien l'image de l'hyperloop parce que ça a débloqué des budgets, ça a débloqué des ressources, du temps. Si on peut garder ça pour la partie cyber et l'emmener le plus loin possible, ce serait à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, non. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Question pour Charlotte et Cédric. Est-ce que vous avez tout fait en interne ou vous avez fait appel à des prestataires extérieurs en fait? On a fait appel à des prestataires sur des missions particulières. Typiquement, je parlais du fameux audit technique post-programme d'amélioration, de protection. C'était une entreprise externe. Et pourquoi on a fait le choix de faire appel à un cabinet extérieur? C'était parce qu'on a des équipes de Red Team internes. Mais on s'est dit, on veut absolument se prémunir du biais de connaissances qu'ils pouvaient avoir sur notre SI. On voulait avoir des acteurs qui étaient neutres. Donc ça, c'est un cas d'usage, par exemple. Mais globalement, oui, on s'est appuyé sur des partenaires extérieurs. Tout n'a pas été fait en interne, par des internes. Oui, bonjour. Arnaud, j'appelle du coup développeur à D2D, ISNCF Solutions. Moi, la question, elle est pour vous trois. Suite à l'écran bleu, au problème qu'il y a eu, est-ce qu'il y avait réellement un choix chez vous d'une migration vers l'open source pour éviter ces problèmes que Microsoft ou d'autres comme Adobe, etc., peuvent amener, qui est sur les données? Est-ce que donc SNCF, qui est un big, comme on dit ici, et pour SCC, que je ne connais pas, mais que je vais découvrir du coup, merci. Est-ce que vous allez faire ces choix de l'open source ou autre, peut-être? Voilà, ma question. Merci. Je l'ai dit tout à l'heure, on est intégrateur. On s'appelle intégrateur agnostique. Ça veut dire qu'on ne fait pas qu'une marque. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est sûrement pas la dernière, en tout cas. C'est la première fois qu'elle est autant visible. Il ne faut pas poser ça sur du Microsoft, mais en tout cas, ça en fait partie. Le modèle open source, aujourd'hui, dans notre vision, on en a un petit peu, peut-être pas assez. Et ce qui est assez surprenant, ce modèle open source, alors sur ce côté-là, en tout cas de la partie cyber, on en fait très peu. On a très peu de demandes sur ce côté-là. Par contre, là où on en a de plus en plus, c'est du côté intelligence artificielle.
Donc oui, aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui se disent, on a des modèles open source, Cocorico, des beaux modèles open source français aussi, il faut en profiter. Donc on a vraiment cette tendance de voir un petit peu ce détachement en se disant, sur ce côté-là en tout cas, vu que c'est tout nouveau et que c'est un marché qui n'est pas trop stabilisé encore une fois, on a peut-être intérêt à aller là-dessus, plutôt que de perdre du temps à recréer une LLM, peut-être porter sur une LLM déjà existante en open source et aller derrière faire du fine-tuning pour pouvoir aller plus loin. Pour SNCF, déjà par rapport à, juste pour reprendre l'événement CrowdStrike et le lier avec de l'open source, je pense qu'en réalité, ce qui s'est passé avec l'événement CrowdStrike peut très bien s'appliquer à n'importe quel autre produit, qui soit open source ou non. Alors ça a été le cas au mois d'avril. Au mois d'avril, ça a été la même chose sur les composants Linux. CrowdStrike avait aussi fait la même chose et c'est tous les Linux qui étaient tombés à l'époque. Si je suis méchant, je vais dire ça s'est pas su parce que l'empreinte Linux est plus faible que l'empreinte Microsoft, mais en tout cas ça s'est avéré. Donc, mais par contre, pour répondre à la question de l'open source, oui, en interne, globalement, il y a des solutions qui sont évaluées vis-à-vis de solutions open source et c'est benché. Sur des sujets autour de la cyber, par exemple, il y a une plateforme qui s'appelle OpenCTI qui permet de partager de l'information sur, globalement sur des menaces. C'est un sujet qui est sur la table aujourd'hui et on envisage de l'implémenter. Donc oui, à chaque fois qu'il y a un sujet, on se pose la question de l'open source. Et à contrario, je vais juste finir sur la partie pentest. Par contre, on utilise des outils open source, des distribs, la mode Kali ou autres, qui nous permettent d'amener du pentest chez nos clients. Et en complément, en fait, comme toute stratégie qu'on pourrait élaborer, où on a des décisions à prendre, on va se baser sur une approche par les risques pour justement justifier, mieux comprendre et puis orienter, faire les bons choix en fait, en fonction des coûts, du bénéfice, etc. Bonjour, moi j'ai une question. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'ANSSI. J'ai aussi compris, tout à l'heure, dans une table ronde, on évoquait les référentiels que pouvait faire l'ANSSI. Aujourd'hui, Sébastien a aussi parlé du comité d'organisation des JO, qui, je ne sais pas si c'est le CIO ou le COJOP qui a donné des consignes. Et moi, en fait, ma question, c'est quel était leur rôle par rapport à la cybersécurité? C'est-à-dire, en gros, est-ce que l'ANSSI était sur vos baskets en permanence à vous auditer, ou le CIO était là en permanence pour donner les référentiels, ou est-ce que vous étiez assez libre? Enfin voilà, quelle était l'interaction et quel a été le rôle de l'ANSSI et du CIO et du COJOP par rapport à cet aspect cybersécurité? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a passé un label, donc ça veut dire que ça a pris du temps, c'est de l'instruction interne aussi. Est-ce qu'on avait le champ libre? La réponse est non, clairement. Mais après, c'est ni plus ni moins que d'apposer les bonnes pratiques que l'ANSSI peut dégager aussi. Je l'ai dit aussi, à partir d'un moment où il y avait un incident, c'était directement remonté au central. Et c'est eux qui prenaient la mesure d'actionner ou pas actionner, changer le poste, pas le changer, le redémarrer, etc. etc. Donc non, pas très libre, en tout cas, d'action là-dessus. Mais au final, on n'avait pas le temps d'être libre non plus. J'ai dit tout à l'heure, 5 minutes de temps de réparation de poste, c'est trop compliqué, quoi. Donc c'était un moment qui était très stressant, mais très gratifiant aussi, parce qu'on est en France, tu l'as dit tout à l'heure, Cocorico, et on est très fiers de tout ça. Par contre, il fallait qu'on tienne une ligne de conduite, en fait. Alors, je vais pas répondre à la place de l'ANSSI, mais en tant que bénéficiaire en fait, de l'ANSSI et de client final, on a bénéficié d'un accompagnement en fait en amont, forcément en amont des jeux, mais comme toute autre entité. Et puis après, en établissement un canal aussi privilégié en cas d'incident pour pouvoir justement réagir vite. Donc voilà, en tant qu'autorité nationale, on voit souvent le rôle de sanction de la part de l'ANSSI, mais c'est aussi autorité au sens accompagnement. Et donc ça, on a beaucoup de gratitude. Et pour nous, donc on a géré le SOC, qui était donc les SOC, qui étaient autour de toute la cyber. Ils étaient là. C'est-à-dire, c'était pas tiens, s'il se passe quoi que ce soit, on va les appeler. Non, ils faisaient partie de l'équipe. Alors oui, ça apporte des contraintes. Moi, je vais dire des contraintes nécessaires parce que on n'avait pas le droit à l'erreur. Et puis, comme le dit Charlotte, vraiment les ateliers, ils étaient constructifs. On avait des experts qui nous aidaient sur nos annuaires, par exemple, à monter le niveau, à corriger des choses, à nous aider à prioriser. Et qu'est-ce qu'il fallait faire en premier. Donc c'était vraiment, enfin le mot que je retiens, c'est accompagnement et communication, que ce soit aussi avec le COJO, puisqu'il y avait du partage d'informations, dès l'instant où il y avait des choses suspectes qui transitaient. D'ailleurs, au niveau du secteur des transports, on a échangé très largement avec nos collègues. Merci à tous. Merci. Merci.